Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. L'actualité de ce mardi. Depuis ce mardi, le Rwanda accueille une réunion d'assemblée générale des responsables des instances de base provenant de 8 pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'ambassadrice Marie-Claire Mukasine a présenté ses lettres de créance au roi de Thaïlande, Mahavijaya Lankorn, en vue de représenter le Rwanda dans ce pays. Depuis ce mardi, le Rwanda accueille une réunion d'assemblée générale des responsables des instances de base provenant de 8 pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Cette assemblée générale se tient à Kigali pour 3 jours afin de discuter du renforcement du rôle des autorités locales dans l'intégration des pays de la région de l'Afrique de l'Est. Ils aborderont également la question du renforcement de la coopération transfrontalière dans cette région. Les participants passeront en revue l'état de mise en œuvre des stratégies adoptées précédemment. Ces stratégies mettaient également en avant le rôle des autorités locales dans l'intégration et l'amélioration de la collaboration entre les pays de la région. L'ambassadrice Marie-Claire Mukasine a présenté ses lettres de créance au roi de Thaïlande, Mahavijaya Lankorn, au Rama X, en vue de représenter le Rwanda dans ce pays. Une cérémonie tenue à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Et avant de remettre ses lettres de créance au roi de Thaïlande, l'ambassadrice Mukasine a rencontré le secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande. Elle a également rencontré le secrétaire permanent adjoint au ministère du Commerce, avec qui elle a échangé sur le renforcement de la coopération entre le Rwanda et la Thaïlande, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la culture et du tourisme. L'ambassadrice Mukasine a remercié la Thaïlande pour son rôle récent dans le soutien apporté au rapatriement vers le Rwanda de 10 ressortissants rwandais qui étaient retenus au Myanmar. Le Rwanda et la Thaïlande entretiennent des relations fondées sur la diplomatie et la politique, le commerce, les investissements et d'autres domaines. L'organe national de poursuite judiciaire déclare avoir 68 plaintes liées à la traite des êtres humains au cours des 6 dernières années. Toutefois, cet organe précise qu'il est difficile d'identifier les auteurs de ce crime en raison de leur complexité. Jean-Damascène Maléchimé pour plus de détails. C'est en avril dernier que des Rwandais ont été rapatriés par le gouvernement du Rwanda depuis le Myanmar, où ils avaient été victimes de la traite d'êtres humains, déportés sous de fausses promesses d'un bon emploi. À leur arrivée, ils ont été soumis plutôt aux travaux pénibles, ainsi qu'à des activités d'escroquerie sur Internet. Ces victimes ont raconté avoir emprunté un long trajet avant d'atteindre ce pays. Ce rapatriement illustre les efforts déployés par le Rwanda pour lutter contre la traite des êtres humains, d'après l'Office rwandais d'investigation. Faustin Moussi, porte-parole de l'organe national de poursuite judiciaire, a confirmé à la TV rwandaise que 68 dossiers de traite d'êtres humains ont été enregistrés en 6 ans, impliquant des citoyens rwandais et étrangers. Il souligne néanmoins que bien que des infractions soient poursuivies aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, il reste difficile de démasquer les auteurs de ces crimes, vu leur complexité. Les statistiques de l'Office rwandais d'investigation montrent que de juin 2024 à mai 2025, au total, 500 Rwandais ont été rapatriés après avoir été victimes de traite d'êtres humains dans d'autres pays. Entre juin 2019 et juillet 2024, 39 personnes ont été interceptées à l'aéroport international de Kigali, alors qu'elles étaient en route pour être trafiquées. Par ailleurs, entre juillet 2024 et mars 2025, un complot impliquant 57 autres personnes sur le point d'être trafiquées a pu être déjoué.
La société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a annoncé ce lundi 21 juillet 2025 l'émission en monnaie locale d'une obligation d'un montant de 24 milliards de francs rwandais à 17 millions de dollars pour soutenir le développement des marchés des capitaux au Rwanda. Cette obligation amortissable sur 8 ans, cotée à la bourse du Rwanda, cette émission vise à soutenir le développement des marchés financiers et à financer un projet d'infrastructure numérique dans le pays, tout en permettant de réduire les risques liés aux fluctuations de change fréquents lors d'emprunts en devises étrangères comme le dollar américain. Selon la CFI, l'émission arrangée par BK Capital et Rand Merchant Bank a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels rwandais, notamment des fonds de pension, des assureurs, des banques et des gestionnaires d'actifs. L'émission a été souscrite de 1,75 fois et affiche un coupon de 10,50%, soit un taux inférieur de 55 points de base au rendement interpolé des obligations gouvernementales. L'Office rwandais d'investigation, RIB, a mis en garde les personnes impliquées dans des activités d'extraction illégale des minerais dans le district de Gatsibo et ailleurs dans le pays, leur indiquant qu'elles ne seront pas tolérées car elles sont livrées à des crimes ayant des conséquences néfastes sur l'environnement. Cela intervient alors que le district de Gatsibo figure parmi les 7 districts ayant enregistré un nombre élevé de crimes liés à l'environnement, y compris l'exploitation illégale des minerais alimentés par des individus se faisant appeler Imarata. Suivez. Sur la colline d'Akazinga, de Lugarama et de Kanyangese, dans le secteur de Lugarama, en district de Gatsibo, se trouvaient autrefois des forêts principalement composées d'arbres plantés par l'État, mais aujourd'hui une grande partie de ces forêts a été détruite en raison de l'exploitation illégale des minerais. Une bande de délinquants, Imarata, connus comme les habitants accusés d'être à l'origine de la dégradation de ces forêts, et certains se sont même appropriés des terres agricoles privées dans le but d'extraire des minéraux. Les minéraux précieux sont ce qu'ils recherchent, et cela de manière illégale, ici et là, partout. Cela affecte principalement les forêts, notamment la forêt de l'État qui avait été ciblée. Partout ici, il y avait des forêts. Ils ont été attaqués et détruites. Le district de Gatsibo fait partie des 7 districts ayant connu de nombreux crimes liés à l'environnement au cours des 3 dernières années, surtout à cause des infractions liées à l'exploitation illégale des minéraux. Le maire du district de Gatsibo, Gassana Richard, indique que parmi les mesures visant à lutter contre ce problème figurent la sensibilisation et la recherche d'entreprises autorisées pour gérer ces pierres précieuses. Il a été établi des marchés afin qu'il y ait des sociétés spécialisées pour effectuer une extraction de manière légale et appropriée. Avec une société en charge, il s'agit de réunir les gens et de leur montrer comment faire face à tous ces problèmes, surtout comment tout faire sans mettre leur vie en danger. Le problème de l'exploitation minière désordonnée a occupé une place importante dans les campagnes de sensibilisation organisées par l'Office rwandais d'investigation pour parvenir à prévenir les crimes liés à l'environnement. Au cours de cette campagne, la RIB explique aux habitants les effets néfastes de l'exploitation illégale des minéraux, tout en expliquant les méthodes légales pour le faire. La campagne de prévention des crimes liés à l'environnement menée par la RIB porte sur le thème « Le rôle de chacun dans la prévention des crimes nuisant à l'environnement et autres crimes émergents ». Rwanda se félicite d'avoir réduit 78% à 5,4% le taux de pauvreté extrême au Rwanda depuis l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. Cette amélioration est le fruit de diverses stratégies mises en œuvre par le gouvernement du Rwanda. Le point avec Jean-Damascène Malishimi. La lutte contre la pauvreté au Rwanda a commencé dès juillet 1994, juste après la fin du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le pays était alors profondément fragilisé sur tous les plans, économiques, sociaux et autres. À partir de l'an 2000, le Rwanda a lancé la vision 2020, une stratégie de développement accélérée. Le ministère de l'administration locale indique que des mesures appropriées ont été prises par le gouvernement
entre 2007 et 2008 pour sortir les citoyens de la pauvreté. Dans un esprit de planification axé sur l'autonomie et le développement durable, le gouvernement du Rwanda a mis en place de 2008 à 2012 le premier programme de stratégie nationale de développement économique et de réduction de la pauvreté. En 5 ans seulement, la pauvreté est passée de 56,7% en 2005 à 44,9% en 2010 et la pauvreté extrême de 36,9% à 24,1%. Plus d'un million de Rwandais ont été sortis de la pauvreté durant cette période. En 2013, la deuxième phase des stratégies de développement économique et de réduction de la pauvreté a pris le relais jusqu'en 2017, suivie de la stratégie nationale de transformation visant l'horizon 2024. Dans ce cadre, le gouvernement du Rwanda s'était engagé à distribuer au moins 350 000 vaches à travers le pays. Selon les données de l'Office rwandais de développement agricole et animal, environ 470 000 vaches ont été remises à des ménages vulnérables dans le cadre du programme connu comme Girinka au Rwanda. En parallèle, plus de 265 000 ménages ont reçu des animaux de petit bétail pour améliorer leurs moyens de subsistance et leur nutrition. Les statistiques du ministère de l'administration locale montrent qu'en 6 ans seulement, plus de 360 000 personnes ont bénéficié des prêts d'une valeur totale de plus de 40 milliards de francs rwandais. Les différentes initiatives de réduction de la pauvreté ont permis de faire passer le taux de pauvreté de 44,9% en 2011 à 39,8% en 2017, puis à 27,4% en 2024. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a souligné dernièrement que les piliers ayant contribué à ce succès resteront au cœur de la deuxième phase de stratégie nationale de transformation. Ce programme quinquennal ambitionne de réduire sensiblement la pauvreté extrême. Pour y parvenir, le gouvernement s'est engagé à créer chaque année plus de 250 000 emplois, principalement pour les jeunes et les femmes, et à promouvoir l'agriculture, l'industrie et les technologies. À présent, place à la culture. Elle est critique, elle est distributrice, programmatrice, mais surtout une voix incontournable du cinéma africain. Claire Diao, franco-burkinabé, est à Kigali pour le festival Kigali Cine Junction, de quartier lointain à Sodo Connection, en passant par la revue AO Télé. Elle s'emploie depuis plus de 10 ans à faire rayonner les cinémas d'Africains. Elle est donc notre invitée dans ce journal. Bonjour Claire. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ici à Kigali pour le Kigali Cine Junction. Que pensez-vous de cette initiative et de ce que vous découvrez, je dirais, sur la scène rwandaise? Je suis très contente de cette invitation. D'abord parce que la dernière fois que je suis venue au Rwanda, c'était il y a 12 ans pour le Rwanda Film Festival, à l'époque géré par Romeo Mulisa. Et déjà à l'époque, il y avait toute une émergence de cinéastes qui s'est vraiment confirmée au fil des années. Vous avez quand même des cinéastes qui ont été primés à Berlin, qui ont été primés en Allemagne, qui ont été primés à l'international. Je ne vais pas citer tous les noms, mais il y a quand même une vingtaine de cinéastes qui circulent à l'international. Et je trouve ça très important que localement, ça se reflète à travers un festival. Donc quand Philibert Charangambo et Samuel Ishimwe m'ont dit qu'ils lançaient cette initiative, je me suis dit que ce serait vraiment fantastique de pouvoir y participer. Alors, vous avez multiplié les casquettes, vous êtes distributrice, vous êtes critique, programmatrice. Qu'est-ce qui vous a poussé, je dirais, à vous impliquer autant à des niveaux tels dans le cinéma? Alors, au tout début, j'ai démarré le cinéma en tant que journaliste et critique cinéma en pensant que les films africains manquaient de visibilité, sauf que les médias africains n'avaient pas de page culture et les médias culturels et les médias plutôt cinéma ne s'intéressaient pas à l'Afrique. Ouais. Donc finalement, il n'y avait pas d'espace de communication hormis les sites internet, les blogs, donc les prestations non payées. Et puis j'ai intégré la Fédération africaine des critiques de cinéma, l'Association des critiques de cinéma du Burkina Faso. On a essayé de travailler à notre niveau et surtout dans le cadre de festivals, dans la promotion des films d'Afrique, mais finalement les retours des lecteurs étaient toujours le même. Où est-ce qu'on peut voir les films? Donc il y avait un vrai problème de distribution et c'est comme ça que j'ai d'abord démarré avec un programme itinérant de court-métrage, Quartier lointain, et en 2016 avec Soudou Connexion, Soudou qui veut dire maison en peul, et Connexion dans l'idée de
de connecter d'un côté les créateurs de contenu africains et de l'autre ces fameux programmateurs, acheteurs, diffuseurs internationaux qui viennent très peu sur le continent et qui ont une grande méconnaissance de tous nos talents. Alors vous avez créé, cofondé, je dirais, AO Télé en 2015. Oui. C'est une revue panafricaine, mais aussi de critique. Pourquoi est-il important, je dirais, que la critique cinématographique africaine, justement, se développe et se structure? Parce que malheureusement, si vous cherchez sur Internet des informations, d'abord vous trouverez les films africains qui vont aller à Sundance, Venise, Locarno, Berlin, mais vous n'entendrez jamais parler de ceux qui sont sur le continent. Et ensuite, vous verrez en priorité les plumes de critiques de cinéma occidentaux qui n'ont pas du tout d'insight, si je peux dire en anglais, de culture africaine. Et là, que ce soit la Fédération africaine de critiques de cinéma, les différentes associations nationales, il y a vraiment une envie et un besoin d'avoir son propre regard sur les films qui sont produits localement. Donc parfois j'étais invitée à animer des ateliers critiques comme à Bujumbura il y a très longtemps, en 2012. Mais voilà, c'est vraiment important que nos voix existent et il y a des plateformes comme le Festival de Durban en Afrique du Sud qui permet d'inviter des journalistes et des critiques de cinéma à s'essayer. Mais le constat, c'est qu'au bout de plus de 10 ans, 65% des critiques qui sont passées par ce programme ont arrêté parce que ce sont des positions non payées. C'est triste. Alors, vous parlez souvent, je dirais, de récits racontés par des Africains eux-mêmes. Oui. En quoi est-ce essentiel, je dirais, pour l'émancipation de notre continent? Je dirais, j'ai l'impression, déjà le cinéma est arrivé par l'Occident, puisqu'il a été inventé par l'Occident. Il est arrivé par le biais d'un biais pas très chaleureux, celui de la colonisation, et notamment par les ports. Ensuite, il est venu, et surtout au Rwanda ou au Burundi, par le biais plutôt des missionnaires religieux. Donc il y avait tout de suite une dimension éducative, de la propagande, des messages qui étaient transférés. Alors que c'est au moment des indépendances que vraiment les cinéastes se sont emparés de ça, que les gouvernements ont envoyé des cinéastes étudiés notamment en Union soviétique. Là, je prends beaucoup l'exemple des pays d'Afrique francophone. Et en fait, il y a eu un vrai souhait de nationaliser les cinémas et de faire du cinéma pour nous, par nous, pour se refléter. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'évoluer dans un monde où on est représenté par les autres et donc on est représenté par des biais qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Et je pense qu'on a quand même l'un des continents les plus jeunes au monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire de les abreuver de films américains et de culture extérieure à leurs propres valeurs? Justement. Et alors, nous parlons ici du festival Kigali Cine Junction. Un tel festival peut-il jouer justement un rôle stratégique dans cette dynamique de développement et de structuration, je dirais, de ce secteur du cinéma? Je pense, peut-être vous me direz, est-ce que les Rwandais vont beaucoup au cinéma ou pas, mais le festival est souvent un épiphénomène durant l'année qui permet de réunir à la fois tous les créateurs locaux, mais aussi des invités internationaux qui vont échanger sur leurs pratiques. Ça va aussi sensibiliser le public qui peut-être n'ira pas en salle tout au long de l'année à venir dans une dimension plus événementielle. Peut-être qu'il y a des tapis rouges, peut-être qu'il y a des photos, peut-être qu'en tout cas il y a des rencontres avec les cinéastes. Et je pense que vraiment... Des masterclass aussi que vous allez... Voilà, il y a des masterclass. Et en tout cas pour moi, depuis, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine, c'est vraiment les festivals qui sont le cœur des rendez-vous, des idées et de la naissance de nombreux projets. Alors, vous avez été honoré au Burkina Faso et vous siégez dans des festivals internationaux prestigieux. Diriez-vous que le cinéma, je dirais, africain est en train de gagner du terrain sur la scène mondiale? Oui, parce que je crois que j'aime à dire qu'on parle de cinéma d'Afrique au pluriel. Moi, j'aime pas du tout dire cinéma africain, ça enfermerait tout le monde, alors qu'on a l'Afrique arabophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, on a l'océan Indien, on a voilà, les îles, les lusophones, etc. Donc oui, je trouve que l'émergence, elle est de plus en plus grande et je le vois notamment du côté de la programmation dans ces grands festivals. J'ai eu la chance de passer par la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Je suis aujourd'hui programmatrice pour le Festival de Toronto au Canada. Et en fait, tous ces festivals essayent d'avoir des programmateurs dédiés pour les régions d'Afrique et du Moyen-Orient. Et ça, déjà, ça montre qu'ils ont conscience qu'il y a une émergence de talents qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément et qu'il faut dédier un poste à ces cinémas-là. Alors Claire, un dernier mot. Quel conseil donnerez-vous à la jeunesse africaine qui veut faire du cinéma malgré les difficultés qu'il rencontre?
Déjà de ne pas baisser les bras. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui vaut le coup. De ne pas se déconnecter de son public aussi. On fait un film pour des gens, on fait un film pour le montrer. En tout cas, nous, en distributeur, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de créer la rencontre entre le public et les films. Oui. Donc faire en sorte de se former, de se connecter, de ne pas rester isolé face aux difficultés, mais aussi face au succès, pouvoir partager avec les autres pour avancer et évoluer tous ensemble. En tout cas, merci Claire Diao pour cet échange inspirant. On vous souhaite aussi un excellent séjour à Kigali. Murakoze. Parlons sentimental. À présent, sentimental à Kinyinya, Kigali, 40% des personnes qui entrent en consultance médicale sont des enfants de moins de 18 ans. Le centre encourage les parents à faire soigner très tôt leurs enfants souffrant de troubles mentaux car cela augmente leurs chances de guérison. Les détails. Hanka est une mère rencontrée dans un centre de santé mentale par Arabié, centre de santé situé à Kinyinya, ici dans la ville de Kigali, qui explique qu'elle soigne son fils de 18 ans qui souffre de troubles mentaux depuis 1 mois. Cependant, même après l'avoir amené à l'hôpital, certaines personnes lui disent encore que son fils est possédé par des esprits maléfiques ou qu'il a été ensorcelé. Ils nous disent que l'enfant a été ensorcelé à l'école ou qu'il est sous l'emprise des mauvais esprits. On nous dit qu'il a besoin de soins et de prières. Je crois que toutes les personnes qui ont été confrontées à ce problème savent de quoi je parle. Ndakaisenga Dinamo, responsable au centre de santé mentale de référence de Kigali, explique que les troubles mentaux chez les enfants sont principalement dus à un manque de soins à l'adolescence, ce qui explique que 40% des patients traités au cours de l'année écoulée étaient des enfants de moins de 18 ans. Je peux dire que nous avons reçu un nombre important de jeunes adolescents, 600 au total. La plupart d'entre eux, c'est pour la première fois dans un tel centre. Et ce sont des filles. Ce directeur révèle certains signes indiquant qu'un enfant souffre de problèmes et de maladies mentales. Chaque parent devrait y prêter attention. La société rwandaise est de plus en plus sensibilisée sur cette question. Les Rwandais soignent de plus en plus leurs proches dans des centres spécialisés. Ceci a été rendu possible grâce à une sensibilisation efficace sur cette question de santé et de la nécessité d'obtenir des soins des spécialistes. Un autre point positif est la proximité des soins de santé mentale encore plus proche de la population. La communauté doit apprendre à déceler assez tôt les signes avant-coureurs des problèmes de santé mentale afin que les personnes atteintes puissent bénéficier des soins à temps. Une étude menée par le Centre biomédical du Rwanda, Arabici en sigle et en anglais, en 2024, montre que 55% des jeunes et des enfants âgés de 10 à 24 ans souffrent de problèmes de santé mentale. Cependant, le nombre de personnes hospitalisées reste encore jeune. Et certains Rwandais, mais aussi les personnes dénommées médiateurs, la révision de la loi régissant les comités de médiation. Certaines de ces dispositions doivent être modifiées car devenues obsolètes, notamment celles qui stipulent que les affaires traitées par les médiateurs ne doivent pas dépasser 3 millions de francs rwandais. Le récit de Patrick Milidandi. Les médiateurs rendent justice aux populations locales depuis plus de 20 ans. Cependant, ils soulignent souvent que la disposition les excluant du champ d'application des affaires de plus de 3 millions de francs rwandais devrait être révisée. Ceux qui sollicitent l'aide des médiateurs affirment que cette disposition est obsolète car le prix de l'immobilier a largement été multiplié depuis sa mise en place. Rutazibwa Jean Bosco, médiateur en cellule Busanza, c'est un district de Kichukiro, dans la ville de Kigali, exerce ce métier depuis 15 ans. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se présentent avec des affaires de plus de 3 millions de francs rwandais. Et nous leur disons que nous ne pouvons pas traiter leur cas ou les défendre. Nombre d'entre elles se précipitent alors vers les tribunaux, où la procédure est longue et coûteuse. Les bureaux des médiateurs interviennent au niveau local, notamment au niveau des cellules et des secteurs. Le secrétaire exécutif de la cellule Busanza
affirment que, grâce à leurs actions, les médiateurs ont considérablement réduit le nombre d'affaires portées devant les tribunaux. Sans les médiateurs, les citoyens comparaîtraient constamment devant les tribunaux. Mais la question est désormais débattue. Le ministère de la Justice indique qu'entre 2011 et 2024, les comités de médiation ont résolu plus de 54 000 affaires. S'ils avaient été portés devant les tribunaux, il aurait fallu au moins 30 ans pour les résoudre. Frank Mugabo, chargé d'analyser la justice décentralisée au ministère, affirme que la loi régissant les comités de médiation est en cours de révision. Nous avons déjà commencé à analyser la loi. Nous espérons qu'elle sera révisée d'ici 2 ans afin de la mettre à jour. Les médiateurs sont convaincus que la révision de cette loi permettra de résoudre certains des obstacles auxquels ils sont confrontés, notamment ceux liés à la valeur des affaires qui sont autorisés à entendre. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi, Michel Iradukunda. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre programme d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.